L'odeur de l'ail, frit du sucre brûlé et de la terre humide et ancienne, c'était la Nouvelle-Orléans, la ville que Dante et Valenti portaient dans son âme comme une coupure vive, jamais tout à fait cicatrisée. Pour le monde extérieur, Dante était le magnat de l'immobilier, à succès, le héritier de l'une des familles les plus anciennes et les plus riches de la ville. Dans les ombres où battait le véritable cœur de Nola, on savait qu'il était le prince des ombres, le patron redouté d'une organisation qui contrôlait les quais, les paris et les affaires discrètes entre le Bayou et la rue Bourbonne. Mais aujourd'hui, le 15 octobre, 4 ans, après cette soirée effroyable, le pouvoir ne signifiait rien pour lui. Aujourd'hui, il n'était qu'un veuf assis dans son penthouse du Garden District, fixant la place vide à la table en acajou où sa femme Sérafina s'asseyait autrefois. Un accident de voiture, disaient les rapports. Un hasard. Dante savait qu'il n'en était rien. Dans son monde, il n'y avait pas de hasard, seulement des conséquences. Sa fille Elara avait maintenant 10 ans. Elle était l'image parfaite de Sérafina, avec des yeux en amande, d'un brun profond comme la boue du Mississippi après une tempête. Mais là où Sérafina était lumière, Elara portait désormais des ombres. Elle parlait peu, jouait seule, dans l'immense maison silencieuse, et dessinait presque exclusivement des oiseaux s'échappant de leur cage. Marco, la main droite de Dante, un homme aussi fiable que le rythme du jazz dans le quartier français, frappa discrètement à la porte. « Signor, dit Marco de sa voix grave et râpeuse, le chauffeur est prêt. Nous sommes en retard. » Dante hocha la tête, dénouant sa cravate noire qui lui semblait un nœud coulant. « Dites aux hommes de rester discrets. Ce soir, nous ne sommes qu'un père et sa fille. » Il savait que c'était un mensonge. Il n'était jamais seulement un père. Il était une cible et quiconque lui était proche portait le risque de son monde. Il trouva Elara dans sa chambre aussi vaste qu'un petit appartement. Elle était assise par terre, essayant de remonter une vieille boîte à musique complexe, ornée d'un délicat couple de ballerines en porcelaine. La musique s'était tue comme tant de choses dans sa vie. « Princesse, dit Dante doucement, s'agenouillant devant elle. Nous allons dîner. Rien que nous deux. Dans cet endroit spécial que maman aimait. » Elara leva les yeux. Ses yeux étaient comme des yeux sombres, révélant peu de choses. Au Café des Rêves, la gorge de Dante se serra. Le Café des Rêves, c'était le cœur de leur histoire familiale. Sérafina l'avait rencontré là-bas et ils y avaient célébré chaque anniversaire de mariage. Il avait évité l'endroit depuis sa mort, la mémoire de son rire résonnant, là-bas, était trop douloureuse. « Oui, Amor, dit-il, exactement là-bas. Mets ton manteau. La vie doit continuer. » Elara se leva. Pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir semblait transparaître dans sa posture. « Je vais mettre la robe jaune, celle que maman m'a achetée. » 1 heure plus tard, il traversait les ruelles animées et étroites du quartier français dans une limousine blindée suivie par 2 véhicules d'escorte discrets. Le Café des Rêves n'appartenait pas à Dante, mais il s'assurait que ce soit l'endroit le plus sûr du quartier. Il était connu pour ses portes en fer opulentes, ses rideaux de velours rouge profond et ses lustres qui faisaient scintiller l'or des murs. Dante choisit une table isolée dans le coin le plus reculé. De là, il avait une vue dégagée sur la salle et ses hommes déguisés en serveurs et touristes surveillaient les entrées. Elara était assise silencieuse, ses petites mains posées sur la nappe à carreaux. Elle huma une rose rouge posée sur la table. « Papa, murmura-t-elle, ça sent le jardin de maman. »« Oui, ma chérie, » murmura Dante, scrutant nerveusement les visages des clients. À cet instant précis, elle entra dans la salle. Ce n'était pas une serveuse. Elle portait un pantalon en lin simple
et une chemise blanche, mais ses mains étaient tachées de terre et de pollen. Amélie Dubois. Amélie, une fleuriste locale, avait été engagée par le café pour créer une installation florale spectaculaire pour un événement privé le lendemain. Pour l'instant, elle se débattait avec un arrangement gigantesque de magnolias blancs de mousse et de bougainvilliers pourpres. Ses cheveux auburn formaient un chaos bouclé et son visage était légèrement en sueur, mais ses yeux dégageaient une sérénité inhabituelle. Elle se mouvait avec la grâce naturelle d'une personne habituée au travail physique, et la lumière du lustre capturait les éclats dorés dans ses yeux verts alors qu'elle réfléchissait à son arrangement. Elle aura la vie, et cessa de respirer. Dante était distrait. Il parlait à son garde du corps déguisé en sommelier des mesures de sécurité lorsque la petite main d'Elara glissa de la sienne. Elle s'élança. Pas vers la cuisine, ni vers la sortie. Directement vers la fleuriste, qui se tenait sur une échelle pour fixer un magnolia. « Attention, petite » cria Amélie surprise. Elara ne heurta pas l'échelle. Elle s'arrêta à son pied, levant les yeux vers la jeune femme. Amélie descendit lentement jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol. « Bonjour », dit Amélie, sa voix douce, portant l'accent mélodique et chantant du dialecte cajun local. « Tu es seule. Où est-ce ton père ?» Elara ignora la question. Elle tendit les mains touchant délicatement la manche d'Amélie. « Tu sens comme mon jardin » murmura Elara. Ce n'était pas qu'une phrase. C'était la première fois depuis des mois qu'elle mettait autant d'émotion dans sa voix. « Je suis jardinière » sourit Amélie. « Je sens ce que j'aime. » Puis assez fort pour que tout le personnel et Dante l'entendent, Elara prononça la phrase qui fit s'arrêter le monde de Dante. « Je veux que vous soyez ma nouvelle maman. » Le silence dans le Café des Rêves était plus épais que le brouillard de la Nouvelle-Orléans. Tous les regards se tournèrent vers Dante Valenti. Les mains de Dante tressaillirent sous sa veste, une réaction automatique lorsqu'il se sentait exposé. Les joues d'Amélie devinrent roses vifs. Elle s'agenouilla devant Elara, ignorant les regards. « Oh, chérie, dis. » Amélie doucement, passant maintenant à un français cajun, presque oublié celui que Séraphina utilisait avec Elara. « Ta maman, elle est partie au paradis, n'est-ce pas ?» Elara hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Mais elle m'a dit que les anges envoient des gens qui sentent de bon la terre pour m'aider à faire pousser de nouvelles choses. » La mâchoire de Dante se crispa, mais il ne pouvait pas bouger. Il vit Amélie prendre la main d'Elara, ses doigts légèrement couverts de poussière terreuse. « Eh bien, » dit Amélie repassant à l'allemand. « Ta maman était très sage. Je m'appelle Amélie. Je ne suis pas une maman, mais je suis jardinière. Et si tu veux, je peux t'apprendre à faire pousser des choses. Ce serait un bon début. » Elara enlaça la taille d'Amélie fort et de manière inattendue. « Oui, s'il vous plaît, apprenez-moi. » Dante s'avança. Sa stature et sa réputation irradiaient l'autorité, et Amélie dut lever les yeux pour le regarder. « Madame Dubois, » dit Dante, sa voix profonde et dangereusement calme. « Lorenzo Valenti, je suis le père d'Elara. » Amélie se leva. Elle ne semblait pas effrayée, seulement pensive. « Signor Valenti, votre fille est une jeune fille remarquable. » Dante plongea son regard dans le sien. Il cherchait un calcul de la peur ou de la cupidité. Il ne trouva qu'une bonté pure et sans prétention. Cela la rendait unique et troublante dans son monde. Elara n'a pas parlé ainsi depuis la mort de sa mère, avoua Dante, une rare vulnérabilité dans sa voix. Elle a cessé de jouer dans le jardin. Elle a perdu la majeure partie de sa lumière. Il baissa les yeux sur sa fille qui tenait toujours la main d'Amélie. Le visage d'Elara
était transformée. La petite fille perdue avait disparu remplacée par un enfant qui avait trouvé une étincelle d'espoir. La décision de Dante fut soudaine et définitive. « Je voudrais vous demander de nous aider, dit Dante. Ma femme a créé un grand jardin de roses dans notre domaine. Il est à l'abandon. Elora a besoin de quelqu'un pour lui montrer comment en prendre soin. Elle a besoin de vous. » Amélie le regarda avec méfiance. « Je suis fleuriste, Signor Valenti, pas thérapeute. Et le jardinage n'est pas une mère de substitution. Je sais qui vous êtes, dit Dante. Je sais aussi ce dont ma fille a besoin. Je vous paierai généreusement. Que diriez-vous de venir chez nous samedi jeter un œil au jardin et nous faire un devis? Ce serait uniquement pour Elora. » Amélie hocha lentement la tête. « D'accord. Pour Elora. » Elle serra la petite main d'Elora. « Samedi. Promis. Ensuite, je te montrerai comment faire pousser une rose plus forte qu'elle ne l'a jamais été petite. » Lorsqu'Amélie prit congé pour retourner à son travail, Dante observa les yeux d'Elora qui la suivaient. Papa murmura. Elora, alors qu'ils retournaient hantés à leur table. « C'est un ange que maman a envoyé. Elle sent l'espoir. » Dante Valenti, l'homme qui terrifiait la moitié de la ville, sentit son monde soigneusement contrôlé vaciller. Il savait qu'il venait de conclure un pacte avec une femme dont la bonté était plus dangereuse pour son mode de vie que n'importe quel gangster ennemi. Il devait la protéger, mais il devait aussi la garder près de sa fille. Le samedi matin, dans le domaine de Dante Valenti, ressemblait à une invasion. Thilo, le chef de la sécurité, un ancien soldat des forces spéciales, regardait Amélie Dubois avec un mélange de méfiance et de confusion. Elle était avait été là sa seule visiteuse à avoir jamais obtenu l'autorisation d'entrer dans l'enceinte intérieure sans avoir été minutieusement vérifiée pendant au moins 3 semaines. Amélie n'arriva pas en voiture de luxe ou en vêtements élégants. Un vieux pick-up rouge, rouillé, chargé de sacs de terreau et d'outils de jardinage franchit les imposantes portes en fer. Amélie portait un jean usé, une chemise en coton et un chapeau de paille à large bord. Dante observa son arrivée depuis son bureau à l'étage, une pièce qui ressemblait plus à un centre de commandement qu'à un bureau. Sa table était encombrée d'équipements de communication sécurisés et de dossiers protégés. « Elle est ponctuelle, » remarqua Marco debout à ses côtés, « et elle conduit un camion plus vieux que moi. » Dante esquissa un léger sourire, un mouvement rare sur ses tresses. « C'est une bonne chose. Cela signifie qu'elle n'a pas peur de se salir les mains. » Lorsqu'Amélie descendit du véhicule, Elora l'enlaça avec fougue, elle qui attendait sur la véranda dans sa robe jaune depuis 5 heures du matin. « Amélie. »« Tu es vraiment venue, » s'écria Elora. « Bien sûr que je suis venue, petite, » dit Amélie, sa voix chaleureuse. « Nous avons un rendez-vous avec la terre et les fleurs. Tu me montres ce fameux jardin de roses. Le jardin de roses était un monument de perte. Séraphina l'avait conçu elle-même, et depuis sa mort, personne ne l'avait touché. Les magnifiques roses bourbons et les rares roses noisettes grimpantes étaient envahis par les mauvaises herbes et étouffés par les vrilles épaisses du lierre. C'était une image de chagrin, une beauté écrasante, asphyxiée par la douleur. Amélie observa le chaos non pas avec désespoir, mais avec un regard concentré. « Ce n'est pas un désordre, chérie, dit Amélie à Elora. C'est un jardin qui est triste et qui a besoin d'un peu d'amour, comme nous tous, quand nous perdons quelque chose de précieux. » Au cours des heures suivantes, une révolution silencieuse eut lieu. Dante observa de loin Amélie et Elora travailler. Amélie montra à Elora comment couper délicatement les pousses mortes avec un sécateur. Ce n'était pas un simple jardinage, c'était une leçon sur le lâcher-prise. « Regarde, Elora, » expliqua Amélie en allemand fluide,
teintée des mélodies douces du Sud. Nous devons couper ces parties sèches, pas parce qu'elles sont laides, mais pour que la rose puisse concentrer son énergie sur les nouvelles pousses les plus fortes. Les feuilles mortes faisaient partie de la vie, mais elles doivent partir maintenant pour que la croissance puisse continuer. Ta maman est comme la racine de cette rose. Elle est si profonde et forte, même si nous ne voyons pas les fleurs. Elara hocha la tête ses petites mains, suivant les instructions d'Amélie. Pour la première fois, Elara parla de sa mère, tout en travaillant dans son jardin. Maman aimait les roses rouges, le plus dit Elara doucement. Elle disait qu'elles étaient comme le cœur de la Nouvelle-Orléans passionnée et un peu dangereuse. Amélie sourit. Alors nous devons faire en sorte que ces roses rouges soient à nouveau fières et fortes. C'est notre façon de parler à ta maman sans avoir besoin de mots. La présence d'Amélie devint rapidement un pilier de leur vie. 2 fois par semaine, elle venait non seulement pour travailler dans le jardin, mais aussi pour initier Elara à la mythologie créole locale. Elle racontait des histoires de roues-garous, le loup-garou des marais, et de la fleur de lis, symbole d'espoir et de pureté. Dante se surprenait à annuler ou reporter ses réunions juste pour observer Amélie depuis son bureau. Il la voyait apprendre à Elara à préparer des beignets faisant voler du sucre glace sur les meubles en acajou. Il entendait le rire d'Elara résonner dans les couloirs du domaine, un son qu'il avait oublié. Un soir, après une journée particulièrement productive dans le jardin, Dante invita Amélie dans son bureau. C'était la première fois qu'elle entrait dans cette pièce austère chargée de pouvoir. « Vous avez accompli des miracles, Madame Dubois dit, Dante s'appuyant contre le bureau. » Elara revit. Elle parle, elle ressent. Amélie regarda autour d'elle. Ses yeux s'arrêtèrent sur une grande carte détaillée de la Nouvelle-Orléans, où certains quais, entrepôts et zones commerciales étaient marqués. « Je ne suis pas une faiseuse de miracles, Signor Valenti. Je suis une jardinière. Je me contente de remuer la terre pour que la graine déjà présente puisse pousser. » Elle le regarda directement. « Votre fille est une graine forte, mais elle a besoin d'un environnement où elle se sente en sécurité pour s'épanouir. Cela commence avec vous. » Dante se sentit transpercé par ce regard. « Je fais tout pour la protéger. »« Je le sais, dit Amélie, mais vous voyez trop de danger à l'extérieur et pas assez de chagrin à l'intérieur. Vous devez cesser d'être un prince des ombres quand vous êtes avec elle. Vous devez être seulement un père. » Ce soir-là, Dante lui parla pour la première fois de son fardeau. Pas de son organisation criminelle, mais de l'héritage. De la responsabilité qu'il avait héritée de son père et de la nécessité de maintenir un ordre strict pour protéger sa famille et ses affaires. Il parla de la solitude au sommet de la peur constante de la trahison. Amélie écouta patiemment. Elle n'offrit pas de platitude. « Je sais que vous portez beaucoup, Dante, mais un homme n'est pas son travail. Il est ses choix. Et en ce moment, vous faites tous les bons choix pour Elara. » Leur relation se développa lentement, inéluctablement, comme une vigne, enroulant une clôture solide. Dante était attiré par sa pureté, sa force et sa capacité à mettre la vie au premier plan. Amélie voyait sous la façade d'acier du patron redouté l'époux en deuil et le père désespéré. Mais le monde sombre ne tolérait pas ce bonheur longtemps. L'intérêt croissant de Dante pour Amélie ne passa pas inaperçu. Silas Monroe, un ancien partenaire d'affaires, opérant désormais à Houston et cherchant toujours à s'emparer du territoire de Dante, avait des yeux et des oreilles dans tout le quartier français. Monroe savait comment infliger des blessures et il reconnut Amélie comme le talon d'Achille de Dante. Un mercredi, Amélie devait livrer des fleurs pour une grande gala dans l'historique Maison Laffitte.
Amélie, qui exécutait elle-même toutes les commandes, gara son vieux camion dans la cour arrière étroite. Lorsqu'elle ouvrit la porte pour sortir la première cargaison d'orchidées, elle vit que tout l'arrière du camion avait été aspergé d'huile de moteur et d'eau salée. Des centaines d'orchidées de magnolias et de fougères exotiques étaient ruinées. Amélie resta figée, choquée, ses mains tremblantes. Elle avait investi tous ses bénéfices dans ces fleurs rares. Elle n'appela pas Dante. Elle appela son cousin qui l'aida à sauver ce qui pouvait l'être. Dante l'apprit le lendemain matin, non pas par Amélie, mais par son équipe de sécurité qui surveillait discrètement les environs de la boutique d'Amélie. Un acte de sabotage, Signor rapporta Thilo. Pas un simple vandalisme. L'attaquant savait exactement quelle substance détruirait les fleurs sans faire de bruit. Nous pensons que c'est Monroe. Il envoie un message. Le visage de Dante devint un masque de colère froide. Monroe veut mes affaires. Il va laisser ma famille tranquille. Il vient de déclarer une guerre qu'il ne survivra pas. Dante mit sa machine en branle. Il sabota les affaires de Monroe au Texas, bloqua ses livraisons de fret et s'assura que ses partenaires financiers reçoivent des visites désagréables. Il frappa vite, fort et anonymement. Amélie ne connut jamais toute la vérité sur l'attaque ou la vengeance de Dante. Dante voulait la tenir à l'écart de son monde sombre. Mais cette séparation entre vérité et mensonge ne pouvait durer longtemps. Quelques jours plus tard, alors qu'Amélie était au domaine après une session de jardinage, elle entra dans le bureau de Dante pour lui remettre sa facture. Sur le bureau, sous une pile de journaux, elle vit dépasser un dossier. Il contenait des photos de l'arrière détruit de son camion et à côté, un rapport marqué du tampon Opération Silas. Amélie ouvrit le dossier. Il détaillait les pertes financières infligées à Monroe par l'organisation de Dante au cours des dernières 48 heures. C'était une vengeance terrifiante, précise et impitoyable. Elle se tenait au cœur du pouvoir de Dante, entourée de cartes de code et de l'air froid du danger. Lorsque Dante revint, il trouva Amélie devant son bureau, le dossier à la main. Dante, dit-elle, sa voix n'était pas forte, mais son ton était perçant. Ce n'est pas juste de la gestion immobilière. C'est l'enfer. Dante Valenti savait que le moment de la vérité était arrivé. Il n'essaya pas de nier ou d'enjoliver. « J'ai essayé de te protéger, dit Dante. Monroe savait que je me rapprochais de toi. Il t'a utilisé pour me blesser. J'ai dû l'éliminer avant qu'il ne t'atteigne, toi ou Elara. Tu l'as éliminé en entrant dans sa guerre, rétorqua Amélie. Et tu m'as menti. Tu m'as laissé entrer dans la sécurité de ton jardin pendant que tu régnais sur ce monde à l'extérieur des murs. Combien de temps allais-tu attendre avant que ce monde ne nous rattrape? Dante s'approcha d'elle. Ses yeux étaient suppliants. Je t'ai dit que c'était compliqué. Mon père a construit ça. Je suis l'héritier. C'est mon fardeau. Amélie posa le dossier. Elle recula d'un pas hors de sa portée. Je suis tombée amoureuse de toi, Dante, et j'aime Elara comme si elle était ma propre fille. Mais je ne fuirai pas encore une fois dans sa vie juste parce que tu as peur d'être honnête. Je ne vivrai pas dans la peur me demandant si le prochain rire d'Elara sera le dernier avant que ton monde ne nous engloutisse. Elle le regarda avec une clarté qui lui coupa le souffle. Tu as le choix, Dante. Soit tu me dis toute la vérité, tu me laisses vraiment faire partie de ta vie, avec tous les risques, soit tu dois me laisser partir. Je ne quitterai pas Elara encore une fois parce que tu veux remplacer sa mère tout en lui refusant un père. Je ne peux pas t'entraîner dans ce danger, murmura Dante, sa voix rauque.
Tu m'as déjà entraîné dedans quand Elara m'a choisi au café, dit Amélie. Le risque est là. La question est, allons-nous le porter ensemble ou vas-tu nous laisser seuls? Dante, l'homme le plus redouté de la Nouvelle-Orléans, se trouvait face à la décision la plus difficile de sa vie. Il devait non seulement confesser qui il était, mais d'y aussi accepter que la femme qu'il aimait lui offrait un partenariat inconditionnel, même dans ses recoins les plus sombres. Dans les jours qui suivirent la confrontation d'Amélie, un silence tendu plus épais que le brouillard montant du Mississippi enveloppa le domaine Valenti. Dante savait qu'il n'avait plus de temps pour les demi-vérités. Il conduisit Amélie dans son salon privé ultra sécurisé, une pièce où les destinées de la ville étaient bien généralement décidées à voix basse. Là, entouré de boiseries anciennes et lourdes et de portraits de ses ancêtres, il lui révéla la vérité crue et laide. Il ne parla pas d'immobilier, mais d'influence. Il ne parla pas de relations d'affaires, mais de racket et de contrôle du port. Il décrivit les lois non écrites qui le liaient et la violence qu'exigeait sa position. Amélie écouta le visage pâle mais la posture ferme. Lorsqu'il eut fini, un long silence s'installa. Donc dit Amélie finalement, sa voix calme. Tu n'es pas seulement un homme d'affaires qui se salit les mains. Tu es le chef. Le prince des ombres corrigea Dante doucement. Et quiconque sera ma femme deviendra la reine des ombres et la plus grande cible. Amélie hocha la tête. Je comprends. C'est un monde bâti sur la peur et l'héritage. Mais tu n'es pas ton père Dante. Tu as le choix de qui tu es, pas de qui tu dois être. Elle s'avança et posa sa main sur sa poitrine. Je reste. Pas parce que je suis naïve, mais parce que je sais que l'amour que nous avons pour Elara est plus fort que la haine de tes ennemis. Nous serons prudents, nous serons intelligents, mais nous ne laisserons pas la peur nous vaincre. Dante l'enlaça dans une étreinte plus désespérée que tendre. Il avait tout risqué. Il avait mis la femme qu'il aimait sur la ligne de feu et il passerait le reste de sa vie à la protéger. La décision eut un effet domino immédiat. Dante commença à déléguer progressivement et légalement le pouvoir de son organisation à son cousin Angelo, un homme pragmatique, avec un code moral strict. Il se concentra sur les parties légitimes de l'entreprise familiale, l'immobilier, les restaurants, les projets de construction. Ce fut un processus lent et dangereux de retrait qui enhardit ses rivaux, en particulier Silas Monroe. Monroe vit dans la transformation de Dante un signe de faiblesse provoqué par son attachement à Amélie. Il décida de mettre fin à la transformation de Dante. L'attaque eut lieu un samedi après-midi ensoleillé alors qu'Amélie et Elara quittaient de Jardin de Roses pour chercher des fleurs rares dans une réserve naturelle à proximité, une autre mission éducative d'Amélie. Dante était en ville, finalisant les détails de son transfert de pouvoir. Thilo, le chef de la sécurité, appela Dante la voix tendue. « Signor, ils ne l'ont pas. Seulement Elara. » Monroe l'a intercepté pendant l'excursion botanique dans la réserve. Le monde de Dante s'effondra. Pas Amélie, la petite fille. La petite fille qu'il aimait plus que tout au monde. Que veut-il? Demanda Dante, sa voix mortellement calme. Tout l'intérêt des Valenti en Louisiane. Tout. Il veut vous voir démanteler Dante. Il sait qu'Elara est votre talon d'Achille. Dante ressentit un choc glacial suivi d'une rage rouge et brutale. Il avait mis Amélie en danger, mais Elara était sa responsabilité, son héritage, son cœur. Il faisait face au choix, il redoutait le plus son héritage, le pouvoir, l'ordre, l'organisation contre sa famille, Elara et Amélie. Dante n'eut pas besoin d'une seconde pour réfléchir.
Appelez Angelo, ordonna-t-il. Dites-lui de préparer l'héritage. Je donnerai à Monroe tout ce qu'il veut. Mais nous devons avoir Elara d'abord. Monroe choisit un lieu de confrontation correspondant à sa nature, une vieille cabane de chasse délabrée au fin fond des bayous de Jean Lafitte. Un endroit où les sons se perdaient dans la boue et où les alligators attendaient patiemment. Dante y arriva seul, avec seulement Marco comme chauffeur et ses meilleurs hommes positionnés discrètement dans les marais environnants. Il portait une veste simple et une mallette. Monroe se tenait devant la cabane décontracté et triomphant. Elara était à côté de lui, attachée à une chaise, la bouche couverte d'un tissu. Malgré la peur dans ses yeux, elle vit Dante. Ah, le prince des ombres railla Monroe. Es-tu venu sauver ton royaume ou ta petite-fille Dante était empreinte d'un calme glacial? Il posa la mallette sur un tonneau. Voici le contrat. Toutes les licences, toutes les propriétés, le port. Tout est signé, transféré, au nom de vos prête-noms. Monroe inspecta le document, l'éclat de la victoire dans les yeux. Malin Dante, je ne savais pas que tu avais un point faible. Mon point faible est ma force, dit Dante. Maintenant, libère ma fille. Je prends d'abord la marchandise, dit Monroe, faisant signe à l'un de ses hommes de récupérer les papiers. À cet instant, tout se déclencha. Dante n'était pas un simple homme d'affaires. Il était un homme formé pour survivre dans l'obscurité. Le tir ne vint pas de Dante, mais de loin d'un tireur d'élite qui toucha l'appareil de communication de Monroe dans sa main. Au même moment, Marco déclencha une bombe fumigène et les hommes de Dante surgirent des marais. Dante lui-même se précipita vers Elara, la protégeant de son corps. Ce fut un combat court et brutal. Dante profita du chaos pour maîtriser Monroe, surpris et furieux. « Tu as choisi la gamine !» hurla Monroe. « Tu n'es rien sans ton héritage. Mon héritage, c'est Elara !» grogna Dante. « Et je viens de décider que ton temps à la Nouvelle-Orléans est terminé. » Les détails furent sans âme et fond sanglants et rapides. Lorsque la fumée se dissipa, Monroe était submergé. Dante, ayant sécurisé le document dans sa veste, celui qui transférait la majeure partie de son empire illégal à Monroe, tenait sa fille fermement. Monroe regarda Dante avec une haine pure. « Tu as perdu Valenti. Tu n'es personne. » « Je n'ai pas perdu, dit Dante en détachant les liens d'Elara. J'ai choisi. » Monroe fut emmené dans un endroit que la justice ne trouverait pas entre les mains de partenaires d'affaires éloignés et vindicatifs de Dante à Miami. Dante avait abandonné son empire illégal pour sauver sa fille. Les documents qu'il avait signés étaient désormais la responsabilité d'Angelo, qui promit de tout transformer en canaux légaux et propres. Amélie et Dante s'enlacèrent dans leur salon. Amélie ne pleurait pas. Elle tenait Elara fermement épuisée, mais en sécurité après le choc. « Tu l'as fait, murmura Amélie à Dante. Tu as abandonné ton royaume pour elle. Ce n'était jamais un royaume, dit Dante. C'était une prison. Notre amour est ma véritable force. » 2 ans plus tard, l'épanouissement de l'amour et la leçon. La cérémonie de mariage eut lieu dans le jardin de roses qu'Amélie et Elara avaient fait refleurir. Les roses Bourbon rouge s'épanouissaient dans une splendeur éclatante. Dante n'était plus le prince des ombres. Il était le PDG d'une entreprise immobilière et de sécurité. Il restait Dante Valenti respecté et redouté, mais il utilisait désormais son pouvoir pour améliorer sa ville et gérer des affaires légales et durables. Amélie portait une robe fluide et simple, et à ses côtés rayonnait Elara, maintenant âgée de 12 ans, la demoiselle d'honneur qui parsemait les allées de jasmin créole. Elara était devenue une enfant rayonnante et ouverte.
Lors de la réception, Elara prononça un petit discours. « Ma maman est partie au paradis, dit Elara, sa voix claire et ferme. Mais elle m'a appris que chaque rose doit être taillée pour donner de nouvelles fleurs. Papa était la rose et il a dû couper ses branches sombres. Amélie était la lumière et la bonne terre. Elle lui a montré qu'il devait utiliser non pas la force de son nom, mais la force de son cœur. » Dante regarda Amélie qui se tenait à ses côtés, sa main posée sur la légère courbe de son ventre. Ils attendaient leur premier enfant ensemble. Amélie sourit. Elle se tourna vers la petite assemblée, et ses mots furent la leçon qu'ils avaient tous apprise. « C'est l'histoire d'un choix », commença Amélie sa voix mélodieuse. « Nous avons tous un héritage des choses qui nous sont données bonnes ou mauvaises. » L'héritage de Dante était le pouvoir enveloppé d'obscurité. Ma leçon que j'ai aussi enseignée à Elara est celle-ci: la véritable force d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède ou contrôle, mais dans les choix qu'elle fait pour l'amour. Dante aurait pu choisir ses possessions, mais il a choisi le sourire d'Elara. Quand nous pleurons, nous nous replions comme Elara et le jardin de roses de Dante. Nous laissons les mauvaises herbes pousser. Mais la plus grande leçon que je veux transmettre à tous, en particulier aux jeunes filles et garçons, ici est celle-ci: le chagrin est comme une vieille branche qu'il faut couper, non pour l'oublier, mais pour permettre à la joie de croître. L'éducation et l'amour sont les outils du jardinier. Dante a choisi la transformation difficile. Il a utilisé son esprit et son pouvoir non pas pour prendre davantage, mais pour protéger ce qui est le plus précieux, l'amour et l'innocence. Il nous a appris qu'on n'a pas à nier son passé, mais qu'on peut le changer. On peut quitter l'ombre à tout moment et se tourner vers le soleil. Nous sommes tous les jardiniers de nos propres âmes. Choisissez l'amour, choisissez la croissance, choisissez le soleil. Dante prit la main d'Amélie et l'embrassa tendrement. La petite famille se tenait unie sous les roses rouges parfumées. Les anges avaient répondu aux prières d'Elara, non par un simple remplacement, mais par une transformation qui fit d'un prince des ombres un mari et un père qui plaça son cœur au-dessus de son royaume.